Alors, le sujet que je vous propose, c'est un sujet, il est possible, hein, parce que ça fait déjà presque 2 ans et demi qu'on bosse avec l'UEJF, il est possible que je radote, parce que c'est un sujet que vraiment j'aime beaucoup, qui m'est très cher. D'un point de vue étude, vous verrez, c'est vraiment, au niveau talmudique, c'est vraiment magnifique. Alors, le sujet, c'est le rachat des otages. Comment aborder? Alors, moi, je n'ai pas de responsabilité, étatique, parce que c'est des sujets, il faut être des très grandes pointures pour aborder des sujets actuels. C'est des sujets énormes, avec des responsabilités colossales. Donc je n'aurai pas du tout la prétention de donner la halakha par rapport à ce qui se passe actuellement. Je n'ai pas du tout la compétence. Et je pense même, aujourd'hui, qu'il y a des grands maîtres qui ont les compétences au niveau halakhique, au niveau de la halakha. Mais à part ça, il faut être au courant de tous les sujets militaires, sujets stratégiques, sujets diplomatiques. Et donc, qui peut se targuer d'être au courant et d'avoir l'envergure pour donner un avis sur ce qui se passe actuellement? Alors, bien. Néanmoins, c'est un sujet classique, le rachat des prisonniers. C'est un sujet très classique. Au fil des générations, il y a toujours eu des rapts, des demandes de rançon, etc. Alors, je l'ai dit il y a 2 minutes, il est possible que dans les 2 années et demie passées, avec l'UEJF, j'ai déjà abordé ce sujet. Hein. Bon, mais je pense que pour moi, je trouve que c'est pas grave. Les sujets du Talmud sont tellement profonds que souvent je les reprends, je les reprends et je vois toujours de nouveaux aspects. Donc j'espère que ça sera partagé avec vous. Alors, le sujet, c'est le traité Gittin. Je vous ai fait des photocopies. Alors, comme j'ai pas fait énormément de photocopies, je vais chercher des livres. C'est Daf Mem et Amoud Aleph. Mem et Amoud Aleph. Alors, le sujet... Bonsoir. Oh, salut. Vous allez bien? Ouais, super. C'est un plaisir de vous voir. Ouais. Ça va? Alors, le sujet, dans la fin du 4e chapitre, du traité Gittin, c'est des sujets qui ont été institués mipne tikkun haolam, institués à cause de la nécessité sociale. Certains sujets ont été institués pour qu'il y ait une paix sociale. Par exemple, dans le sujet, il y a, Shalom, dans le sujet, par exemple, pour appeler au Sefer Torah, s'il y a un Kohen, le Kohen va en premier, ensuite le Lévi, ensuite un Israël. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de dispute. Ça a été institué. Il y a un Kohen, il y a un Lévi, Kohen monte en premier, le Lévi en deuxième, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Voilà, tu vas dire, ah oui, mais moi je suis un grand rave, et l'autre il dit, ouais, mais je suis Kohen. Alors qu'est-ce qu'ils vont régler le problème au point? Non, on va voir qui c'est qui gagne. Ouais. Alors, on a institué Kohen en premier, Lévi en second, Israël en troisième. Voilà. Mipne tikkun haolam. Alors, si vous voulez peut-être faire Netilat Yadayim et on continue dans 2 minutes. Alors, disais-je, on est Daf Mem et Amoud Aleph dans le traité Gittin. Alors, il y a plusieurs difficultés, je disais, au niveau
comment aborder le sujet des otages. D'un point de vue global, souvent les ennemis d'Israël ont une intelligence incroyable. Comment piéger le peuple juif? Ça c'est, je dirais que il y a un verset qui dit Ve'oivenu pelilim, nos ennemis dépassent notre entendement. C'est-à-dire que avoir fait des otages a piégé complètement le peuple juif. Pas seulement les Israéliens, mais nous, Chutz La'aretz, qui sommes hors d'Israël, on a été là pendant 1 an et demi piégés par cette histoire. Et on ne sait pas comment ça se termine. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des points aussi, c'est que je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi des gens qui ont fait des attentats contre des juifs ou non-juifs, enfin des Israéliens, je n'arrive pas bien à comprendre comment ils les gardent en prison et qu'ils ne les tuent pas, j'avoue. Monsieur, c'est quelque chose qui dépasse un peu mon entendement. Maintenant, j'en ai discuté avec des amis. Quelque part, Israël se présente et grosso modo une démocratie, et dans les démocraties occidentales, l'exécution, la condamnation à mort est exceptionnelle. C'est vrai, mais ça c'est quelque chose que dans la justice, par exemple dans la Torah, la justice, ça s'appelle mishpat. Et un mishpat, c'est une union entre le chesed et le din, entre la générosité et la rigueur. Entre la rigueur et la générosité. Si on n'est que générosité, il n'y a pas de justice. La justice, c'est une manière subtile d'intégrer dans la générosité de la justice et dans la justice de la générosité. Par exemple, vous savez que dans le droit juif, il y a du droit pénal, il y a des condamnations à mort. Maintenant, ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus de condamnation dans le peuple juif, puisqu'il faut des conditions extrêmement exceptionnelles, comme il faut d'abord la présence du temple de Jérusalem que nous n'avons pas, c'est une condition fondamentale pour qu'il y ait l'application de la peine de mort. Mais par exemple, des traîtres du peuple juif, des gens qui trahissent le peuple juif, encore aujourd'hui, on a le droit, voire l'obligation de les tuer. Donc ça veut dire, il y a des fois, donc si déjà un juif, qui est de parole juif, qui fait du mal au peuple juif, aujourd'hui, il y aurait dans certaines circonstances, quand même, l'obligation de l'éliminer, parce que c'est un danger pour le peuple juif, donc des non-juifs qui s'attaquent au peuple juif, raison de plus. Donc c'est quelque chose qui dépasse mon entendement, et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu l'histoire des otages. Bon. Donc je soulève la réflexion. Voilà. Bien. Ce étant, on va voir, regardez la Mishnah, donc Mem et Hamoud Aleph. Monsieur, je te passe un texte. Comment tu t'appelles? Daniel. On s'est déjà vu. On s'est déjà parlé. Daniel comment? Pardon? Daniel comment? D'accord. Ah oui, évidemment. Et je t'avais encouragé à venir ce soir. Exactement. Merci. Alors, prenons la Mishnah. La Mishnah nous dit En podim et tashvuyim yoter al keded dmehem mipne tikkun haolam. On ne rachète pas les captifs plus que leur valeur
à cause du bien général, du bien de la société. C'est bon, Tiffany? Où c'est dans le texte? Pas vraiment. Non, mais j'aime bien quand on voit dans le texte. On ne rachète un podim et tashfuyim, yoter akeded mehem et betikounola. Alors regardez, dans une société autrefois, il y avait le marché des esclaves. Hein. L'esclavage dans les pays occidentaux a été aboli. Vers quelle date s'est aboli l'esclavage? 1802. Comment? Ouais, c'est ça, un truc comme ça. D'accord? Donc, si vous voulez, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que dans les pays occidentaux, d'ailleurs, la guerre de sécession aux États-Unis, c'était autour de l'esclavage. Il y avait des États esclavagistes, des pays pas esclavagistes, etc. Donc la guerre de sécession était autour de ce sujet, c'était 1850, je ne sais pas combien. Ouais. Donc ça fait pas tellement longtemps. Avant, il y avait l'esclavage dans les pays occidentaux. L'esclavage. D'ailleurs, l'esclavage dans l'État islamique, il y avait l'esclavage. Au Soudan, il y a l'esclavage. L'esclavage, il y a toujours. Première traite, c'est arabo. Comment? Première traite, c'est arabo-musulman. Première traite d'esclavage, c'est arabo-musulman. C'est pas... Voilà. En tout cas, bien. Alors, ça faisait partie de la vie quotidienne. Tu es allé au marché, tu achètes 3 poireaux et un esclave. D'accord. Donc, il y a un cours des esclaves, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a un cours des voitures. Tu achètes une Telsa, machin, Telsa. Ouais, tu regardes combien ça coûte. Combien ça coûte. Bien. Maintenant, un esclave, homme, 45 ans, caucasien, bonne dent, etc., assez intelligent. Voilà. Donc, ça coûte tant. Voilà. Il y a un cours. Ok, il y a un cours. Alors maintenant, si il y a des pirates, ils ont pris des gens pour demander une rançon, on ne rachète pas plus que le cours des personnes. Il y a un cours. Voilà. Pas plus que le cours. Voilà. On ne les rachète pas plus. Ah, évidemment. Et en général, quand ils font un rapt et demandent une rançon, ils demandent des sommes astronomiques. Et ben, en général. Après, c'est bizarre de rationaliser, d'avoir un cours des esclaves ou des gens qui sont captifs. Attendez, on se pose combien ça vaut en ce moment des gens qui sont enlevés en pleine mer. Ouais. Quelle est la question? C'est pas, en soi, c'est presque Ça pas rationnel. Quoi, on ne vendait pas n'importe qui en esclave. C'est des humains, on va dire. Tout a un prix. Oui, mais tout a un prix à quel prix là, c'est la question. Non, mais j'ai pas compris ta question. Ils demandent, je sais pas, ils ont pris, faut voir, excusez-moi l'expression. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas un cours. Si, il y a un cours. Il y a un cours. Qu'est-ce qu'ils vendaient les Il y a esclaves? un cours. Puisque, par exemple, tu prends. Comment ça se faisait? L'économie avant, eh bien, il faisait une rapine, il prenait 100 personnes et il les vendait en esclaves. Ce qui se fait d'ailleurs dans certaines contrées. Voilà, c'est comme ça, et ça fait un cours économique. Voilà. Donc quelqu'un, il peut travailler dans les champs, dans les plantations de coton, il peut travailler, ça coûte tant. Il a 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il y a un arbuste. Quel problème? Non, mais l'arbuste était limité. Comment? Les critères étaient limités. Non, mais il y a des. On va pas avoir quelqu'un qui allait enlever le Rambam pour avoir un esclave, médecin ou philosophe. Non, ouais, par exemple, tu as capturé un pianiste. Ouais, ce pianiste, il peut coûter extrêmement cher. Le cours du pianiste, quoi. Voilà. T'as kidnappé un chirurgien. Ouais, t'as kidnappé un chirurgien. T'as kidnappé une dame qui fait très très bien la cuisine. Ah. Je sais pas, il y a un cours. Voilà, selon certains critères. C'est bon? C'est bon. Alors plus que ça, non. Alors regardez,
Ça, c'est la phrase de la Mishnah. Continuons la Mishnah. Ve'el mavrichim et ashvuyim mipnei tikun haolam. On ne fait pas s'évader les captifs à cause du bien général, du bien de la communauté. Pourquoi? Alors, l'Agma va expliquer parce que les captifs sont dans certaines circonstances, sont dans certaines conditions. Si tu aides à les évader, donc ils vont les mettre dans des conditions pires. Ils vont mettre dans des conditions pires. Donc, donc on ne cherche pas à les faire évader. Voilà. C'est l'inverse de ce qu'a fait Moïse la semaine dernière. Qu'il a fait évader tout le peuple juif, tu veux dire? C'est quoi? Non, mais en tout cas, il est allé pour faire libérer le peuple. Et ça a été pire. Et ça a été pire. C'est vrai. Ok, alors regardons la Gemara. Vous voyez, Gimel même, c'est en gras. Gimel même. Donc on dit, on ne rachète pas les captifs plus que leur valeur. Alors le valeur, il faut regarder sur internet, esclave.com. Voilà. Ou au Bon Coin, le Bon Coin, rubrique esclave. D'accord? Bien. Alors maintenant. Ok. Maintenant, la Gemara demande, il va y aller où? On se pose la question. Mipnei tikun haolam. Quand on dit mipnei, à cause du bien public. Mishum durka de tzibura ou odilma mishum delo ligrevu velay tout fait. Bon, vous comprenez l'araméen, évidemment, je sens. Alors, je vais essayer de traduire. On se pose la question. On ne rachète pas les captifs plus que leur prix. D'accord? À quelle raison? Est-ce que c'est pour ne pas peser sur la communauté, Mishum Durka de Tzibura? C'est-à-dire que s'il demande un prix exorbitant, eh bien, ça va appauvrir la communauté. Ça va appauvrir la communauté. Odilma, Mishum de l'oli grevu velay tout fait. Ou bien de peur qu'ils ne prennent l'habitude et qu'ils en prennent d'autres. C'est-à-dire, si tu vois que ça marche, eh ben, ils vont refaire le coup. Donc, c'est quoi la raison? Est-ce que la raison, c'est de peur que ça, étant donné que le coût exorbitant, ça va peser de trop sur la communauté, ou bien est-ce que c'est pour casser ce système, parce que si tu rentres dans leur système, ils vont le refaire. Voilà. Quelle est l'incidence pratique? Quelle est l'incidence entre la première option et la deuxième option? Tashma, viens écouter, Tavshin, c'est une expression dans la Gemara. Tavshin, ça veut dire Tashma, viens écouter. Viens écouter. On va apporter une preuve, viens écouter. Tashma, viens écouter. Des Lévi Bardarga, Parka les braté, Betlissar alfe dinare zav. Viens écouter que monsieur Lévi Bardarga, c'était son nom, a racheté sa fille pour 13 000 dinars d'or. C'est une somme complètement dingue. Il a racheté sa fille, c'est style Rothschild, monsieur Rothschild, a racheté sa fille pour 13 000 dinars en or. Alors, des dinars en or, c'est une somme absolument exorbitante. Donc, on voit que c'est pour ne pas peser sur la communauté. Parce que si c'est un privé qui le rachète, ça ne pèse pas sur la communauté. Si c'est la communauté qui se cotise pour racheter, donc effectivement, ça va affaiblir la communauté. Mais si quelqu'un, il dit, moi je le rachète, c'est son problème. Là, en l'occurrence, c'est le père, il a racheté sa fille pour une somme exorbitante. Donc, on voit que c'est pour ne pas peser sur la communauté. Donc, c'est ça. Est-ce que le raisonnement est clair? Attention, ça sort à l'examen. Pourquoi pas peser? C'est le père qui sort la somme. Comment? C'est le père qui sort la somme. Voilà, c'est le père qui... D'accord, mais c'est un privé. Si tu as quelqu'un, il dit, moi je le rachète. Donc, si c'était pour casser l'engrenage, on aurait dû dire à monsieur Lévi Bardarga, monsieur Lévi Bardarga, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que d'accord, vous avez l'argent,
D'accord, ça ne va pas peser sur la communauté, mais il faut arrêter ce système, il ne faut pas que ça recommence. Donc, monsieur, vous n'avez pas le droit de racheter votre fille. Donc, s'il l'a fait, ça veut dire que c'est pour ne pas peser la communauté et c'est pas la notion, c'est pas pour casser l'engrenage. Là-dessus, la Gemara réfute. Amar Abaye dit, Uma le malan de beratson chachamid avad. Dilma shlo beratson chachamim avad. Abaye dit, tu me ramènes que monsieur Lévi Bardarga, disons que monsieur Rothschild a racheté sa fille pour 5 millions de dollars. Ouais, mais qu'est-ce qui te dit qu'il l'a fait avec l'assentiment des chachamim? Peut-être il l'a fait de manière illicite. Peut-être il avait, c'est pas une preuve. Monsieur Lévi Bardarga l'a racheté pour 5 millions de dollars, mais peut-être que, en vérité, il n'avait pas le droit de le faire. Tu me ramènes, il l'a fait. Ok, mais il y en a, ils font pas comme il faut. Il l'a fait, on n'a pas pu l'empêcher. Il y a des mauvais pères. Mais s'il nous avait demandé notre avis, on lui aurait dit, monsieur, vous ne devez pas le faire. Donc, il n'y a pas de preuve. On ne sait pas trancher. Est-ce que c'est pour la première option ou la deuxième option? D'accord? Alors, regardez le plus beau Tosfot du monde. Alors, Tosfot, vous savez qu'est-ce que c'est Tosfot? Luna? Oui, mais encore. C'était 2 ans et demi. Alors, Tosfot. Oui, Tosfot. Donc là, vous avez sur une page de Gemara, regardez quand même, je vais vous dire, j'ai quand même du plaisir à voir ça avec vous. Je vais expliquer. J'ai du plaisir de faire ça avec vous parce que on me saoule la tête. Et vous n'avez pas l'idée comme on me saoule la tête. Pourquoi il n'y a pas de cours de Talmud pour les filles? Mais on me saoule. Du matin au soir, du soir au matin, je reçois. Pourquoi il n'y a pas des cours de Talmud pour les filles? Alors, je vais vous dire. Moi, je ne rentre pas dans un débat idéologique. Je ne rentre pas dans un débat idéologique. Mais j'ai appris de mon maître, Rav Eliyahu Abitbol, à Strasbourg, que, effectivement, étant donné qu'aujourd'hui, les garçons et les filles font des études, je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir fait de faire des études, d'avoir fait des études. Donc il n'y a absolument aucune raison de ne pas faire des passages de Talmud. Maintenant, étudier le Talmud, comme nous on fait ici à l'Yeshiva, du matin au soir, ou du soir au matin, ça c'est encore une autre option. C'est une autre option. Mais faire des passages précis dans le Talmud, ça me paraît absolument... je vous le dis, moi j'ai été encouragé par mon maître à le faire. Hein. C'est pas, je ne viens pas comme ça. Donc, un petit sourire, j'ai bien compris le petit sourire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais comment dire, donc là, vraiment, c'est un très très beau passage de Talmud. Très très beau passage. Alors, Tosfot. Alors, qui c'est Tosfot? Oui, le Talmud, la Gemara, ça a été rédigé vers environ 350 de l'ère commune en Irak. Ce qu'on appelle Babel. Babel, c'est l'Irak. Ok. Maintenant, la Gemara, c'est pratiquement incompréhensible et ça a été rédigé exprès de manière incompréhensible. C'est pas que c'est incompréhensible, que c'est exprès. Ça a été rédigé de manière incompréhensible. Il faut une tradition pour décrypter la Gemara. Alors, cette tradition a été orale pendant des siècles. Vers l'ère 1000 de l'ère commune, vers 1000, hein, il y a eu des commentaires qui ont fait des commentaires systématiques, mais aussi très 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 concentrés. Par exemple, un des premiers commentateurs systématiques, c'est Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, qui est né où, entre parenthèses, Rabbeinu Hananel, je vais chercher un bonbon pour la personne qui dit où est-ce qu'il est né. Rabbeinu Hananel, Jérusalem. en Tunisie. On n'avait pas son nom de famille, c'est pour ça. Il fallait le dire quand même, hein. Il est né en Tunisie, à Kérouan.
Alors, Rabbeinu Hananel a fait un commentaire, un des premiers commentaires systématiques. Jusque-là, c'était oral, mais lui, il a fait un commentaire systématique. Il a eu plusieurs élèves très importants, en particulier, un de ses grands élèves, c'était le Rif. Rabbi Yitzhak El-Fassi, comme son nom l'indique, El-Fassi, il y en a pour tout le monde ce soir. Maroc. Maroc. Pour tout le monde en a. Voilà. Après la Tunisie, les Marocains. Voilà. Alors, bien, donc, il était à Fès, comme son nom l'indique, et ensuite, à la fin de sa vie, il était en Espagne. Il a eu aussi, d'après le Chida, Chaim Yosef David Azoulay, le Chida dit que Rabbeinu Gershom de Mayence a aussi étudié avec Rabbeinu Hananel. Donc là, c'est l'école allemande. Rabbeinu Gershom a fait aussi des commentaires systématiques. Et Rabbeinu Gershom, comme son nom l'indique, était à Mayence. Mais où est-ce qu'il est né, Rabbeinu Gershom? Où? Facile. Damas, je sais pas. Quoi? Non, Damas? Non. Vous avez dit Mayence avant? Non, il a vécu à Mayence. Mais où est-il né? Il n'est pas né en Allemagne. En France, non? Ah, en France, oui. Mais où? À Metz. Ouais. Ah ouais. Il est né à Metz. Voilà. Alors, Rabbeinu Gershom, donc il a enseigné à Mayence, dans la vallée du Rhin, et ses élèves sont les maîtres de Rachi. Rachi qui était à Troyes, et là maintenant, c'est l'école des Français, parce qu'il faut savoir que vers 1000, 1100, 1200, 1300, il y avait énormément de communautés juives en France, et énormément de maîtres talmudistes. La France était vraiment un terreau talmudiste, et Paris, jusqu'à l'expulsion des Juifs de France par Philippe le Bel en 1394, Paris était un centre très très important d'études du Talmud. Alors, Rachi, il est décédé, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 1095, à la louche, je vous dis ça pour 1095. 1105, je crois. Comment? 1105, il me semble. Bon, 1105, je me suis dit. Un petit bonus. Ok. 1105. Et ses gendres et ses petits-fils ont créé des écoles qui s'appellent les Tosfot. Donc ça, c'est les élèves de Rachi. Et principalement, ils étaient en France. Il y avait, par exemple, toute la région parisienne, Paris et Évreux. Vous savez, Évreux, hein? Évreux était un très grand centre international de l'étude du Talmud. Comment je sais que c'est un centre international? Que Rabbeinu Yonah de Gérone en Espagne est allé à Évreux étudier avec les Balei Tosfot qui étaient à Évreux. Aussi, près de Deauville, il y a un endroit qui s'appelle Falaise. Vous ne connaissez pas? Bon, tu connais Falaise? Comment? Et ça remonte, faut remonter. Alors. Ouais, tous en Normandie. Et à Falaise, il y avait des grands maîtres qui ont écrit les Tosfot. Voilà. Il y a aussi à côté de Deauville, il y a un endroit qui s'appelle Touques. C'est déjà de Ouais. Et Touques, ces Tosfot ont été rédigés à Touques, en Normandie. Donc il y avait déjà des Juifs à Deauville. Alors, tout ça pour dire que Tosfot va poser une question. Donc on voit, la Gemara demande, pourquoi on n'a pas le droit de racheter, pourquoi on n'a pas le droit de racheter plus que la valeur? Parce que la valeur, on a eu. Voilà. Donc c'est un débat. Est-ce que c'est pour ne pas peser sur la communauté, mais si un privé il a l'argent, donc c'est quoi peser sur la communauté? C'est-à-dire on se cotise, et ça va appauvrir de manière terrible la communauté. Mais si un privé il a de l'argent, donc c'est pas un poids sur la communauté. Ou bien c'est pour casser l'engrenage. Donc la Gemara demande. Pourquoi c'est pas lié? Comment? C'est-à-dire que si Non, parce que s'il y a un privé qui rachète, eh ben la prochaine fois ils vont continuer. Il y a un autre privé qui va racheter, un autre privé qui va racheter. Le problème, c'est que le privé en tant que tel, le problème du privé, c'est qu'il a une incidence sur le public. Ça veut dire que le privé qui a les moyens, quand il y aura un public... Non, parce que le public, il va racheter au prix, au cours du pianiste, au cours du...
Une fois qu'il y a eu un premier rachat, ils vont estimer tout le monde au même prix. Oui, s'ils rachètent au prix de l'Argus, ouais, au prix du Bon Coin, ouais, s'ils achètent au prix du Bon Coin, c'est pas intéressant pour les pirates. Les pirates, ils demandent des prix incroyables. C'est comme on voit. Là, par exemple, racheter une personne, 3 personnes contre 100 prisonniers, c'est plus que le prix. Ça, c'est plus que le prix. D'accord ? Bien. Alors maintenant, Tosfot demande, quelle est cette hypothèse de dire c'est pour casser l'engrenage ? Pourquoi tu poses c'est peut-être pour casser l'engrenage ? Mais regardez Tosfot. Ve'adetania, bepereg nara, nishbit, vayu mevakshim imena ad asara bedamea, pam rishona podé. Alors, le traité Ktubot nous dit que quand quelqu'un se marie, il y a 10 conditions dans la Ktuba. Vous voyez, dans la Ktuba. Si vous allez à un mariage juif, il y a quelqu'un qui lit la Ktuba. Et dans la Ktuba, il y a 10 conditions. Une des conditions, c'est que si la femme est faite prisonnière, le mari est engagé par le contrat de mariage de racheter même jusqu'à 10 fois le prix à l'Argus de sa femme. D'accord. Donc tu vois que si on dit que c'est pour casser l'engrenage, alors comment les maîtres ont-ils pu instituer que le mari est obligé de racheter sa femme, même s'il demande 10 fois son prix? Son prix, c'est le prix de la Ktuba. Non, pas le prix de la Ktuba. Bah non, là, moi je dis souvent, ce cours, je l'ai fait il y a une vingtaine d'années, quand on était à un autre centre, c'était dans le 9e rue Cadet. Et il y avait une dessinatrice non juive, je vous raconte l'histoire. Quelqu'un lui avait donné, il y avait une dame qui s'appelait Madame Ehrenschmidt, et elle faisait un livre sur les spiritualités en France. Elle est allée voir quelqu'un qui lui a dit, mais un livre, donc des textes avec des dessins qu'elle faisait sur les spiritualités en France. Et ils lui ont dit, elle a demandé à un rabbin qu'elle connaissait, où vous me conseillez d'aller pour voir à quoi ça ressemble. Il lui a dit, allez au cours de Rav Zizek. Et alors, je faisais ce sujet-là. Et je veux prouver là la grandeur de l'argent. Combien l'argent, c'est une invention extraordinaire. Comment je le prouve? Parce que quelqu'un, il dit à sa femme, « Ah ma chérie, je t'adore. » Ok, c'est très mignon, très romantique. Maintenant, elle est faite prisonnière par des pirates, et les pirates demandent très cher. Bon, il envoie un WhatsApp et il dit je t'aime beaucoup, mais j'ai pas de fric. Alors, les Haramim disent tu dois bosser pour la racheter. Tu dois bosser. Tu dois la racheter. Ça veut dire, comment dire, l'autre il dit on vivra d'amour et d'eau fraîche. D'amour, d'eau fraîche, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est une certaine vision du judaïsme. Si vous voulez, le fric, c'est important. Ça veut dire, c'est dans une condition de la Ktuba, que, et c'est sa femme, t'es engagé à 10 fois sa valeur. Or, si tu dis que, pourquoi on ne doit pas racheter, c'est pour casser l'engrenage, eh ben là, on voit que c'est pas la bonne hypothèse. Puisque le mari est engagé à payer même plus que 10 fois. Donc c'est pour ne pas peser sur la communauté, puisque là c'est son argent. Donc pourquoi la Gemara se demande-t-elle, est-ce que c'est pour casser l'engrenage? Oui. Est-ce que l'inverse marche aussi, que la femme doit racheter son mari?
Personne n'y a jamais pensé. Dans les obligations, il y a des obligations de la femme à l'égard de son mari. Mais c'est pas symétrique. Pas du tout symétrique. Donc c'est pas forcément d'engrenage systématique à casser dans ce cas-là. Vu que c'est que dans un sens, c'est pas général. Non, mais c'est un cas d'espèce. Ce cas d'espèce, les sages ont obligé le mari à acheter à une somme invraisemblable sa femme. Donc on voit bien que c'est pour ne pas peser sur la communauté. Comment ? Donc si c'est comme ça, pourquoi la Gemara se demande-t-elle, est-ce que c'est pour casser l'engrenage ? Ça ne va pas casser l'engrenage. Réponse de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est une réponse absolument incroyable. Réponse de Tosfot. Shane Ishto, c'est différent sa femme. Shane Ishto, Davia Kegoufo, Yoter, mais. Alors, parce que, regardez, on a vu, la Gemara, elle veut dire que racheter sa fille, il est possible que racheter sa fille, même si on demande un prêt exorbitant, on n'a pas le droit de racheter sa fille, pour le bien de la communauté. Mais Tosfot dit, mais racheter sa femme, c'est pas comme sa fille. Parce que sa femme, c'est comme lui-même. Or, lui-même, on ne peut pas lui interdire de se racheter s'il a les moyens, même si ça ne casse pas l'engrenage. You understand? Regardez. Shane Ishto, c'est différent à la femme. Davia Kegoufo Yoter Mibito. Sa femme, c'est comme lui-même, plus que sa fille. Or, quand les sages ont institué qu'on ne rachète pas les captifs plus que leur valeur à cause du bien de la société, c'est sûr qu'ils n'ont pas interdit à la personne lui-même de se racheter. Si lui-même, il a dans un coffre en Suisse ce qu'il faut, même si l'intérêt public de casser l'engrenage, mais s'il a les moyens, lui, c'est sûr que les sages ne lui interdiront pas. Or, sa femme, c'est comme lui. Ah, mais sa fille, c'est différent, c'est pas lui-même. Mais sa femme, c'est lui-même. Donc ici, dans Tosfot, là, ce Tosfot, c'est extrêmement profond. Moi, j'appelle ça de la pensée. On va essayer de décrypter qu'est-ce qu'on dit ici. Yosef, est-ce que tu peux nous décrypter ce que dit Tosfot? Mais Tosfot, il débat avec lui-même en fait. Il essaye d'expliquer que, il amène un contre-exemple à l'histoire du père qui a racheté sa fille en disant ça ne peut pas être. Enfin, c'est trop facile de dire c'est pour ne pas que ça pèse sur la communauté, parce que ça marche pour dire. Ça marche quand on dit que dans la Ketouva, il y a écrit qu'il faut racheter sa femme 10 fois. Même jusqu'à 10 fois. Même jusqu'à 10 fois. Donc, on comprend qu'il y a un cas particulier avec la femme. S'il y a un cas particulier avec la femme, ça exclut le cas de la fille. Donc, si ça exclut le cas de la fille, donc ce n'est pas... si ça exclut le cas de la fille, Tosfot dit que la Gemara a tort de dire que... que Abaye a tort de dire que ça... c'est pour ne pas peser sur la communauté. Non, c'est pas tout à fait. Non. La Gemara pose la question. Est-ce que c'est... Peut-être que c'est pour casser l'engrenage. On comprend bien. Par exemple, l'histoire, ici, auquel on est confronté. Je dis on est confronté, même si on est à Paris, on est quand même confronté. Ouais, nous sommes confrontés, que nous, on panique. Si on voit que ces Rechaim, ces salauds, ils ont réussi à nous piéger, ils vont encore nous piéger. Donc, il
il y aurait un argument de dire on ne rentre pas dans le jeu du tout. On ne rentre pas dans le jeu. On ne rentre pas dans leur système. Donc, si il y a une telle hypothèse, si c'est une telle hypothèse, comment ça se fait que nos maîtres obligent un mari à racheter sa femme plus que 10? Or, la Gemara a l'air de dire, d'après Abaye, que racheter sa fille, même si tu as l'argent, tu ne devrais pas le faire. Et monsieur, il l'a fait, il n'a pas demandé l'avis, il se débrouille tout seul. Ouais. C'est comme ton corps. Comment? Ta femme, c'est comme ton corps. D'accord, alors prenons mon corps. Ouais, prenons mon corps. Moi, disons que je sois fait prisonnier. Je suis otage là-bas dans les tunnels. D'accord? Bien. Et il demande un prix exorbitant. Bah toi, si tu as l'argent pour te racheter, tu peux. Non, parce que si j'ai l'argent, là, je vais pas. Il faut casser l'engrenage. Oui, ça va les pousser à enlever Dans l'hypothèse, Tosfot dit, mais nous sommes dans l'hypothèse qu'il faut casser l'engrenage. Alors, moi j'ai l'argent, je suis là-bas otage, j'ai un compte crypté en Suisse, ouais, j'ai pas l'air, mais j'ai 1 milliard de dollars là-bas qui végètent, oui, qui végètent. Alors moi je dis, voilà, débloquer 1 milliard de dollars, on te dit non. Parce que si ça marche, ils vont reprendre un autre mec, un autre Richard, et ils vont. Donc il faut casser le système. Non, mais il y a forcément. Alors pourquoi pour soi, il dit non, on ne peut pas empêcher la personne. Mais, empêche la personne. On peut pas aller à l'encontre de. Enfin, ça veut dire on peut pas aller à l'encontre d'un sentiment humain de base, quoi. La personne, elle va vouloir se sauver, donc elle va aller à l'encontre de la loi pour pouvoir se sauver. La Torah, elle n'est pas là pour aller contre l'instinct basique de l'homme qui veut se sauver. Ça marche pas. Elle met des limites, elle dit bon bah pour sauver la société, on va casser l'engrenage, donc ça marche pour tout. Sauf dans le cas si c'est toi. Si c'est toi, en fait, on peut pas te donner l'ordre de ne pas te sauver. Est-ce que, cher monsieur, tu entends ce que tu sors de ta bouche? Est-ce que tu as une oreille pour écouter ce que tu es en train de dire? Mais en général, le bien public prime par rapport à nos problématiques à nous. Non. Comment? Non. Oh si, Regarde hier. évidemment. Bah non, c'est un truc. Enfin, ça, c'est une valeur qui vole comme ça, mais c'est pas réel, c'est pas palpable. Quand quelqu'un est dans une situation. D'accord, mais ici, Tosfot nous dit quelque chose, et surtout vous qui êtes des militants, comment dire, qui vous préoccupez de politique. Ouais, parce qu'il y a différentes associations juives d'étudiants. Il y en a plus ceci, plus cela, machin. Mais vous vous targuez de politique. D'accord? C'est ça, l'ADN de l'IEJF. C'est un mouvement étudiant engagé politiquement, engagé dans la société. Voilà. Contre les discriminations, contre les racismes, contre, j'en passe et des meilleurs, d'accord? Et progressiste, évidemment, un mouvement. Quand même, ça a toujours été, sauf depuis 2 ans et demi. Le 7 octobre. Voilà. Mais bon, alors, donc vous qui êtes engagés dans la société, eh bien, pour le bien public, toujours ça a été dans le bien public, moi je m'écrase. Or là, nos maîtres disent, le bien public c'est fondamental, il faut casser ces trucs-là, mais la pulsion que quelqu'un a de se racheter soi-même, on ne peut pas aller contre sa pulsion. Qu'est-ce que ça dit, on ne peut pas aller contre sa pulsion? Mais tu t'écrases. Mais à aucun moment ça existe dans la vie, ça. Comment? Enfin, nulle part. Ni chez les Mais engagés, oui, mais chez les les Romains, ils ont fait la loi. Ouais, il y a des juristes dans la salle, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tiffany lève la tête. On a cru comprendre. Les Romains ne disaient-ils pas? Sur Alex. La loi est dure, mais c'est la loi. Une loi, c'est une loi. Toi, ça va contre ta personnalité. On s'en fout de ta personnalité. C'est pas la personnalité, là, c'est l'instinct humain. Alors, Et alors, c'est pas la même chose.
Mais ça va pas. Mais ça va faire un engrenage. La loi, elle va jamais contre l'instinct humain de base. En tout cas, dans la Torah, c'est sûr. Et dans la loi, romaine non plus. La loi romaine. En romaine, si. La loi romaine. Mais s'il y a une guerre, tu obligé de Le participer. 27 jours où mourir, où t'es un parent. Ça n'a jamais existé. Oui, il y a aussi. non, mais C'est la théorie, mais aussi Même la ça n'a loi pas de- existé, la loi l'idée de elle est la- intéressante. C'est exactement ce qu'on disait sur le viol de guerre. D'accord. Alors, Non, mais le- il y a la guerre obligatoire. mais regardez, il y a 2 semaines, Ça va pas à l'encontre de l'instinct. il y a 2 semaines, ici dans la salle à côté, j'avais invité Monsieur Luigi Zoja. Voilà. Alors, ce monsieur, c'était un vieux monsieur, un peu, il parlait de manière un peu endormie comme ça, mais il a dit des choses invraisemblables, des choses en vérité extraordinaires. Et ça a été filmé, on l'a mis en ligne, et j'ai envoyé le lien, Meir Amar a envoyé le lien il y a quelques jours. Vraiment, je vous conseille. À la fin, parce que son sujet, c'était le déclin du désir. Et il a dit que lui, il a été éduqué catholique, c'est un Italien, et éduqué très catholique, et il nous a expliqué comment, à un moment, il a craqué, et il s'est démarqué de ça. Il nous a rapporté, il y a un évangile, je ne sais pas lequel, ne m'en veuillez pas. Hein. Ouais, de Matthieu, ouais, l'évangile de Matthieu, ou à la page Tartampion, ouais, à la page Tartampion, il dit que l'homme doit ne pas désirer fauter, ne pas désirer de fauter. Et là, il a dit, ce monsieur-là, il a pété un câble. Il a dit parce que ça, c'est le totalitarisme. Ça, c'est le totalitarisme. Ici, on voit quelque chose d'incroyable. Et je reprends ce que tu dis, Yosef, que la loi juive, enfin la halakha ou l'institution, le bien public ne peut pas être institué si l'individu lui-même, sa pulsionalité est cassée. Parce qu'en vérité, moi j'expliquerai comme ça, la société, elle a un sens si nous, on existe à l'intérieur de cette société. Ça sert à rien, le bien public, si nous, on est anesthésiés. Ce bien public, la société, elle existe parce que tu as des gens qui sont vivants à l'intérieur de cette société. D'ailleurs, le communisme, il s'est cassé la figure parce que ils ont dit la propriété privée, il n'y a plus de propriété privée. Mais tu n'as plus de désir, tu n'as plus de besoin, tu n'as pas envie de te défoncer. Si de toute façon, tu vas pas posséder quelque chose. On a des pulsions, on a des besoins. Alors ici, dans Tosfot, il y a 2 questions. Première question, et Tosfot dit quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas empêcher la personne, si elle a les moyens, de se racheter. Ah, tu as le bien public, eh bien, je reprends ce que dit Yosef, la personne, elle, concernée, prime par rapport au bien public. Moi, je dirais plus, c'est pas seulement qu'elle prime, mais c'est elle qui va mettre du vivant dans le bien public, dans la société. Et pourquoi la fille? Il dit, mais la femme, c'est comme lui. Mais imaginons, bon, il n'y a pas beaucoup de gens mariés ici. Oui, à vue de nez, je suis le seul. Ouais. Bon, imaginons, quelqu'un, il est marié, il faut choisir ta fille et ta femme qui sont faites prisonnières. Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui prime? Et tu as le fric pour racheter qu'une des deux. Comment? Oui, d'après le pas dans la là, oui. Après, ça, c'est la femme. Tu peux penser à la fille pour la Quoi? Tu peux penser à la fille pour la descendance, parce que c'est la lignée de la fille, c'est l'héritage que tu laisses sur le monde. Donc on peut penser qu'on peut racheter la fille pour se dire que c'est quand même la génération future et celle qui va faire la génération future. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais apparemment c'est pas ça. Apparemment c'est pas ça. Pourquoi? Why? Mais parce Why? que Parce que pourtant c'est dur. Mais...
parce que comme on a vu, la femme, c'est comme toi. Et toi, tu ne peux pas, en gros, Oui, mais regarde. aller à l'encontre de tes Regarde, mais je reprends, qui est de sortir. Yosef, je reprends ce que tu as dit. Si on parle de pulsionalité, on ne peut pas parler du bien public, de la loi, si on abstrait la personne de son existence, de sa pulsionalité. Or, sa pulsionalité, moi je suis convaincu, c'est plus la fille que la femme. Je suis convaincu. Oui, mais là, le Tosfot, il a. Quoi? Là, il dit que c'est la femme. Pourquoi? Il Bah, m'interroge. parce que c'est la Torah. C'est parce que. Comment? Par contre, il dit pas Abrichon. C'est quoi, pas Abrichon? Non. Parce qu'en fait, on. Quoi? Moitié Neshama. Du coup, ça serait de faire. Ça, j'ai jamais compris. Les Ivouk, Je m'excuse, Mayan. J'ai entendu ça sur Torah Box, mais j'ai pas compris. Je suis plaisantin, hein, mais entre nous, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une notion aussi, quand on se marie, on achète Ouais, c'est la femme, c'est il le y a une notion kinyan. d'argent dans le mariage aussi. C'est le kinyan. C'est tout le. Acheter, c'est pas vraiment, on acquiert. On l'acquiert. Mais du coup, il n'y a pas de notion d'argent dans une relation père-fille, alors qu'il y en a une dans le mariage. Non, c'est pas de relation d'argent, parce que on peut aussi acquérir sa femme avec un contrat sans argent. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas pécunier. C'est Pouta, il y a une C'est pas Pouta quand même. pécunier. La bague, elle doit valoir. Non, Il y a oui, une- non, elle doit valoir 20 centimes Non. minimum. Mais par exemple, il y a quelqu'un, il prend un papier, il écrit, on le fait pas de nos jours c'est avec la bague, mais il écrirait « Tu es ma femme » par ce papier, et le donne devant deux témoins, elle est mariée aussi, même si le papier ne coûte rien. Donc, c'est pas vraiment argent. Hein. Mais ça paraît bizarre, parce qu'au niveau de la pulsionalité, moi je dirais, je sais pas, sa femme, je sais pas, jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il ne la connaissait pas. Je veux dire, bon, il a épousé, d'accord, mais sa fille, c'est sa fille. Je veux dire, c'est plus, je dirais, c'est plus pulsionnel, sa fille, que si on parle de pulsion. Mais c'est pas son gouffo. Comment? Il semblerait que c'est pas son gouffo, sa fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sa femme, Ishto Kegoufo? Ça veut dire que sa femme, c'est comme son corps. C'est quoi cet embrouille? Pourquoi il précise pas Abrichon à Tosfot? Non, ça c'est... Si après, elle s'est Oui, re-kidnappée. c'est kidnappé, on ne peut pas peser financièrement trop sur le mari non plus. C'est pas aussi la deuxième Non, fois, la il doit deuxième, faire deux fois. voilà. C'est seulement la première fois. La première fois, il doit se saigner, mais pas systématiquement. Après, ça sera la communauté. Ça sera la communauté qui prendra le relais. Pourquoi la Ketouba est dans un digne de Kegoufo, c'est ça? Non, ça c'est Tosfot qui invente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'obligation de payer pour sa femme. Alors que pour lui-même, on ne dit pas qu'il est obligé. Pour lui-même, on dit juste qu'il a le droit. Encore une fois, regardez, il faut... Youssef, t'es avec nous là? Ouais, je suis avec vous. Hein? Parce qu'il faut vraiment, si vous voulez, le point de l'étude du Talmud, ça s'appelle la tradition orale. Moi, la première fois que je suis rentré dans une yeshiva, il y avait des livres comme ça. J'ai demandé, pourquoi il y a tellement de livres? On dit, c'est la tradition orale. Il y a un bug. Attends, tradition orale, il n'y a que des livres. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la tradition orale, il n'y a que des livres. Alors, il me semble que le fond du sujet, c'est qu'en vérité, c'est oral. Tous ces textes, il faut rentrer à l'intérieur pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est nous. Nous, on va être l'oralité du texte. Tosfot, il nous dit... Tosfot, il invente quelque chose. Il invente qu'on ne peut pas instituer que la loi aille contre les pulsions de la personne. Et d'où est-ce qu'il le tire? Parce qu'on doit racheter sa femme. Mais Tosfot dit donc lui-même,
Mais c'est pas écrit dans le texte. On ne te dit pas que lui-même a le droit de se racheter. Il le déduit de sa femme. C'est écrit nulle part. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que la personne a le droit. D'où? Parce qu'il le tire le Tosfot. Mais c'est écrit nulle part que la personne, elle a le droit de se racheter si elle a les moyens. C'est écrit simplement que la femme, il faut la racheter même 10 fois sa valeur, même un prix exorbitant. La première fois, parce qu'après, il ne faut pas non plus bousiller le mec. Seulement la première fois qu'elle fait captive. Maintenant, pourquoi? Il dit, parce que sa femme, c'est comme lui-même. Or lui-même, oh mais c'est écrit nulle part, c'est une innovation de Tosfot. Alors moi je propose la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishtoke Goufou, sa femme c'est comme son corps. Je vais vous dire, bon, la plupart, vous me connaissez. Hein, donc vous connaissez un petit peu mes problèmes. Moi j'ai plusieurs problèmes, dont un problème, c'est que je lis n'importe quoi. Il y en a qui disent oui, Rav c'est formidable, il est très cultivé. Mais pour moi c'est un problème. Vous allez le voir tout de suite. J'ai lu récemment dans un livre qu'il y avait un penseur qui s'appelle Tocqueville. Pour dire la référence où j'ai lu ça. Tocqueville. Donc Tocqueville, c'était un penseur il y a 200 ans environ, un peu plus que 200 ans. Vous avez à l'école, vous avez appris un peu sur Tocqueville, hein? Et j'ai lu dans un livre d'une historienne extraordinaire qui s'appelle Mona Ozouf, un livre très très intéressant que je ne vous conseille pas parce que vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce bouquin. D'accord. Donc je ne vous conseille pas forcément. C'est un livre très très intéressant. Elle rapporte que Tocqueville a dit la chose suivante, qu'il y a la sphère du social, il y a le social, il y a la société. Par exemple, beaucoup dans la société française, les jeunes de votre âge, ils sont toujours dans la société, qu'est-ce qu'on peut faire pour la société, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'écologie, qu'est-ce qu'on peut faire sur comment dire, la disparition des espèces animales, comment on dit ça? Comment? L'extinction des espèces, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le réchauffement de la planète? Et notre amie Greta Thunberg, qui va venir d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle arrivait dans quelques minutes. Mais en vérité, vous savez, si vous lisez vraiment des documents avérés, il y a de quoi péter des câbles. Non, comment dire, la société qui est dans une dérive financière, en vérité, on dirait que les finances à haute dose mettent la planète complètement à plat pour des gains invraisemblables. Par exemple, il y a un ami qui m'a dit un ami qui étudie ici, il m'a dit que l'Arabie Saoudite investit, il m'a dit à peu près 780 milliards d'euros dans les armes de technologie de pointe. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais le monde est complètement à la dérive. Pourquoi? Pour tuer mieux encore les gens. Donc on est complètement foutu. Donc on comprend qu'on milite dans Greenpeace, on milite dans je sais pas quoi. Voilà. Alors Tocqueville, il a dit, il aurait dit, j'ai lu une citation de Tocqueville, il dit que la femme, elle sauve l'homme de se diluer dans la sphère du social. C'est la phrase comme ça. La femme, elle sauve l'homme de se diluer dans la sphère. Et justement, c'est ça la Ktouba. C'est quoi la Ktouba? La Ktouba,
c'est des engagements de l'homme à l'égard de la femme. Par exemple, moi j'avais un ami, je vous dis un peu cash, un ami qui était directeur d'un journal, il y a une trentaine d'années, directeur d'un journal qui est... voilà. Et il était tous les soirs, je ne sais pas, jusqu'à 2h, 1h du mat, dans son journal, etc. Et il était marié. Je lui dis, mais mon mec, tu continues comme ça, tu vas foutre en l'air ton couple. Il dit, oui, mais c'est très important ce que je fais, etc. Très, très important. Et effectivement, il a foutu en l'air son couple. Là, s'est cassé. Alors, mais pourquoi? Parce que c'est quand quelqu'un il est marié, alors la société, c'est très, très important. Sauver le monde, c'est très important, comme vous avez Greta Thunberg. C'est très important de sauver le monde. Mais tu existes. Tu dois construire ta vie. Tu dois construire ton existence. Et je dirais, Ishto et Goufo, en vérité, c'est ça, la femme, elle donne la possibilité à l'homme de vivre. C'est elle qui fait découvrir à l'homme que l'homme est plus important que la société. La société, c'est très important. Mais je dirais, si vous voulez, c'est comme, il y a le Shabbat. Le Shabbat, on ne doit pas porter du domaine privé au domaine public. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il a les clés dans la poche, Shabbat, on ne sort pas des clés de sa poche, alors on a des ceintures débiles comme ça, ouais. Voilà, mais parce qu'on ne sort pas quelque chose de domaine privé au domaine public, domaine privé. Alors on dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux. À la nuit, tu me dis, je ne dois pas ouvrir mon magasin de Shabbat. Je peux comprendre. Alors, sortir ça de la poche, j'ai ça dans la poche Shabbat, monsieur, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est nul. Ouais, d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose, non? Dis-nous. Ouais. Hein, c'est bizarre. Alors moi, je propose la chose suivante. C'est que le Shabbat, toute la semaine, on dit la semaine, c'est chol, c'est profane. Mais c'est pas forcément profane, c'est pas profane ce qu'on fait. Et on est en semaine, on n'est pas Shabbat, on est mardi soir. Donc la semaine. Pourquoi on dit que c'est profane? Pas forcément profane. Pourquoi on dit la semaine, c'est profane? C'est-à-dire que la semaine, tu es dans la société, tu échanges. Le commerce, tu amènes des choses de la maison, à l'extérieur, tu vas faire tes courses. Donc c'est les échanges avec l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Mais Shabbat, il y a une nouveauté. C'est que tu dois te construire, toi. Tu dois te construire. Et d'ailleurs, le Shabbat, c'est ça le Shabbat, c'est que le couple, la famille, doit se retrouver, passer des moments ensemble, partager des moments ensemble. Et même nos maîtres disent, par exemple, dans la vie intime de couple, c'est particulièrement le Shabbat où le couple se retrouve. Parce que c'est un moment où on se construit soi-même. Ça, c'est la dimension du domaine privé. Donc, le Shabbat, on n'est pas dans les échanges. On doit distinguer entre la sphère de l'intime, du privé, de ma construction à moi, et le monde, le vaste monde. La semaine, on est en contact, on est dans la construction du vaste monde. Mais, me semble-t-il, quand Tosfot dit que la femme, d'où est-ce qu'on apprend que l'homme prime par rapport à la nécessité sociale de la femme? C'est ça, elle, la femme, qui va donner, va faire découvrir, c'est ça, je dirais, la fonction éminente, je vais dire un mot un peu pédant, salvatrice, qui sauve. La femme, elle sauve. C'est ça ce que dit Tocqueville. Elle sauve l'homme. Elle apporte une Géoula. Elle apporte un sauvetage de dire on existe. On existe. La société, c'est très bien. Le bien de la société, c'est très important. Mais toi, tu es plus important que la société. Si toi, tu n'existes pas, la société, elle est morte. Toi, tu es plus important. C'est toi qui construis la société. Et donc, on apprend de la femme, justement, que par la femme, mais la fille, c'est très important, la fille. Mais c'est autre chose, elle est indépendante. Des parents et des enfants,
les enfants, ils vivent leur vie. Même si c'est l'avenir, justement. Mais l'enfant, il est indépendant, c'est autre chose. C'est autre chose. Les enfants sont pas esclaves des parents. Ils ont leur vie. Donc, c'est vrai qu'instinctivement, je me défoncerai peut-être plus pour mon enfant, mais c'est pas le sujet ici. C'est pas le sujet. C'est ça donc vous voyez ici, ce que je trouve extraordinaire. Dans une réponse légale, de toute façon, c'est toute une conception du monde qui est présentée ici. Toute une conception de l'univers. Maintenant, voilà, il y avait autre chose que je voulais... Oui, je voulais dire aussi, par exemple, vous savez, les parents d'élèves des écoles juives. Alors, bon, moi, j'enseigne pas dans une école juive, un petit peu quand même. Là, depuis la rentrée, j'enseigne à Yavne. Ouais. Au terminal et aux premières garçons, depuis cette année. Voilà. Quoi? Non, on vous a loupé. Ah, t'étais à Yavne? Ouais, c'est le dirlo Samuel Arbib, il veut que je remette la tête à l'envers. Il m'a dit, c'est lui qui m'a demandé d'intervenir là-bas pour que je les secoue un peu du bourrichon. Mais à part ça, je vais pas dans c'est 1 heure par semaine, donc je vais pas dans les conseils de classe. Mais il paraît que les parents d'élèves des écoles juives, c'est la tannée. Pourquoi? Parce que les professeurs, les profs ils disent, il fout rien. Ouais. Alors les parents ils disent, mais non, vous savez pas le prendre. Vous savez pas l'intéresser, c'est vous. Moi j'avais un gosse, il était intenable à l'école. Et le directeur il dit, je peux plus le garder à l'école. Bon, ben, moi je lui ai dit, regardez, si vous savez pas comment aborder un gosse de 11 ans, faites un autre métier. Il m'a pas aimé. Il m'a pas aimé. Mais justement, mon épouse a dit la chose suivante. Elle dit, si nous, on ne défend pas nos enfants, qui les défendront? Si on n'est pas là pour les défendre. Donc si vous voulez, là, le pulsionnel, ici on voit dans Tosfot que la loi, elle donne un cadre, mais je reprends ce que tu as dit Yosef, elle donne un cadre, mais son cadre, dont le but n'est pas de civiliser l'humain. L'humain, il est humain, il doit être humain. Il y a un cadre, mais le cadre n'est pas pour rendre l'humain plus civil. Ça me fait penser, vous savez, aujourd'hui, il y a des débats, justement, tu as dit tout à l'heure, Yosef, il y a des gros débats sur les violences sexuelles ou les violences conjugales, etc. On veut, par le droit, faire que l'humain, je veux dire, marche droit. Le but de la Torah, c'est pas que l'humain marche droit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement le but de la Torah. Mais c'est pas nous civiliser. D'ailleurs, et peut-être je conclurai notre étude là-dessus, Maïmonide dit que pourquoi Shabbat, si une vie est en danger, on sauve la vie Shabbat. Alors Maïmonide dit, parce que la Torah, c'est pas une vengeance dans le monde. J'aimerais qu'on comprenne ça. Rambam il dit, pourquoi, s'il vit en danger, on sauve la vie Shabbat? Car la Torah n'est pas une vengeance. S'il y a quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, il va pas utiliser la Torah pour dire ah je peux pas. Désolé, je peux pas te sauver. S'il y a quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, il va pas utiliser la Torah pour dire ah désolé je peux pas te sauver. Je peux pas te sauver aujourd'hui. J'ai pas pigé. Ne répète pas la même phrase parce que je l'ai entendu 2 fois.
Non, mais s'il y a quelqu'un qui est en danger de mort le Shabbat, Oui. et que on doit le sauver ou non, on doit prendre cette décision-là, et que la personne qui doit le sauver a envie de le tuer, de tuer cette c'est personne. compliqué. Ah là, c'est oui, là, j'avais pas suivi, d'accord. Il faut pas qu'il utilise la Torah pour dire ah désolé, je peux pas. Ah, d'accord. Non. Mais il me semble, quand Rambam dit que la Torah, c'est pas une vengeance, c'est-à-dire que l'homme, l'humain, je reprends les mots qu'on a dit tout à l'heure, nous, on a des instincts, on a des pulsions, on a des problématiques dans l'humain. Et la loi est, on pourrait dire, rendre l'homme, comment dire, une vengeance contre le mal dégrossi qui est dans l'humain. Comme l'homme, il est violent, il est macho, il est je sais pas quoi, on va faire des lois pour lui apprendre. Parce qu'il est dégoûtant. Il est dégoûtant, on va lui apprendre à faire des lois. Mais la Torah, elle n'est pas là. La Torah, peut-être même, elle va donner un cadre où notre pulsionalité va s'exprimer. Pas elle va se casser, elle va s'exprimer. Là, on verrait. C'est ça ce qu'il dit. C'est pas une vengeance contre. J'y connais rien dans l'islam, mais j'ai l'impression dans l'islam, par exemple, les femmes, il faut qu'elles soient voilées, machin, qu'on les voit pas, qu'elles soient pas du tout dans la sphère du public. Pourquoi Je sais pas. Pourquoi c'est comme ça? Vous qui vous connaissez en Coran là, vous êtes au Coran. Ils ont une sniout Comment? Ils ont une sniout. Pourquoi? C'est pas parce que elle va chercher des choses à la pharmacie que c'est pas sniout. Je suis d'accord. Quel est le problème? Peut-être qu'ils ont un rapport à la pulsion qui est délicat, alors du coup ils se disent qu'ils vont. Voilà, non, ils vont quoi? Ça les rend pas moins animaux, mais ça veut dire. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est couvrir pour. C'est le sujet. C'est-à-dire le sujet. L'inverse aussi, hein. C'est le sujet. C'est que l'homme, on va lui apprendre à vivre, si tu veux. On va lui apprendre à vivre. La Torah, c'est pas ça. La Torah, on voit qu'il y a... Sauf que ça crée des déséquilibres. Quand le gars, il arrive sur son bateau, qu'il arrive en Hollande, qu'il voit des femmes hollandaises ou des européennes, le mec, qui n'ont pas du tout la même doctrine que lui, quoi. Le gars, sa pulsion... alors voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Kalachnikov contre les koufars. Voilà. Voilà, on prend le Kalachnikov contre les koufars. Donc il y a une dimension... Ça fait une opposition. Comment? Non, c'est un erreur. Non, mais... C'est toujours un moment où vous aimez, vous n'aimez pas. Non, pas du tout. Non, mais c'est très intéressant. Je parle pas de. Non, justement, c'est très intéressant. C'est la Kalachnikov contre... Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 au Bataclan ou bien au bistrot? C'est des lieux de perdition. Comme c'est des lieux de perdition, on va bousiller ces lieux de perdition. Ça, me semble-t-il, c'est justement, on va se venger du mal qui est dans le monde. Or, la Torah, c'est pas du mal, c'est vivant. Ce qui est bizarre chez nous, c'est pas du mal. C'est vivant. C'est grâce à ça qu'on peut faire quelque chose. C'est grâce à ces pulsionalités qu'on construit le monde. C'est grâce à ça qu'on construit le monde. Donc au contraire, c'est très précieux. Il faut lui donner un cadre. Il faut donner un cadre. Et ça, justement, c'est la femme qui doit exprimer ce qu'elle ressent et qui nous fait découvrir que moi, je suis plus important. L'homme, il a une tendance à être plus, évidemment, pas tout le monde est sur le même modèle, mais je dirais majoritairement, plus dans la socialité, plus dans le social. Et l'homme peut passer tout son temps dans le social, dans la réussite sociale, etc. Mais l'homme, la femme, elle construit l'homme justement en disant tu existes, tu es plus important que la société, tu es plus important que la société. Et ça,
c'est une incidence légale. C'est une incidence légale. À part ça, il y a des décisionnaires qui disent que quand on parle que la personne est captive, elle est captive, mais sa vie n'est pas en danger. Si la personne est en danger, si la personne est en danger pour sa vie, alors là, ça ne rentre pas dans ce contexte-là. Si la personne est en danger et risque d'être tuée, par exemple, risque d'être tuée si on ne donne pas la rançon, alors là, c'est un autre sujet. Là, simplement, la personne est en captivité. Elle est en captivité. Captivité, ça ne veut pas dire forcément que sa vie est en danger. Mais si sa vie est en danger, les données sont différentes. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Oui. À partir du moment où on est en captivité et qu'on demande une rançon, il y a quand même une menace derrière pour la vie, non? Mais, on peut pas être. Pas toujours, non. Par exemple, qui gardent en prison, par exemple. Qui gardent en prison. Tant qu'on ne sort pas de prison, tant qu'on n'est pas payé. Non. Il y a plus de 400 jours, on est de vie. Non. Alors, il y a un cas de jurisprudence. C'est vers 1250 environ. De Rothenburg. Voilà. Oui, Rabbi Meir de Rothenburg, voilà. Vers 1250, le grand maître d'Allemagne, le grand maître du judaïsme allemand, qui s'appelait Rabbi Meir de Rothenburg. Et un seigneur, l'Alsace à l'époque faisait partie de l'Allemagne, un seigneur qui était en Alsace a fait prisonnier Rabbi Meir de Rothenburg et a demandé une somme invraisemblable. La communauté a réuni toute la somme et Rabbi Meir de Rothenburg a dit « Je ne veux pas qu'on me rachète. Je ne veux pas qu'on me rachète pour que ne pas faire d'engrenage. » Il a passé la fin de sa vie en prison. Et il est mort en prison. Et après sa mort, il a dit « Vous voulez récupérer le corps ?» Il a demandé une somme énorme. La communauté, il y a un monsieur, il a dit, moi je rachète le corps de Rabbi Meir de Rothenburg, mais je pose une condition, c'est que quand je serai mort, je sois enterré à côté de Rabbi Meir de Rothenburg. Et ce qui est très très impressionnant, c'est qu'à Worms, dans le vieux cimetière juif de Worms, il y a toujours la tombe de Rabbi Meir de Rothenburg et du monsieur qui l'a racheté à côté. Avec tout ce qui s'est passé en Allemagne, que vous savez comme moi, c'est invraisemblable que le vieux cimetière de Worms est intact. Et donc là-bas, la vie de Rabbi Meir de Rothenburg n'était pas en danger. N'était pas en danger, mais c'était pas de la rigolade quand même. Voilà, donc on a vu un peu des éléments. Si vous voulez, ici, je dirais, j'ai mis que, j'appelle ça de la pensée juive, c'est-à-dire que j'ai voulu partager avec vous comment la loi juive, la pensée de la loi juive, en vérité, construit une réflexion. C'est pas simplement, c'est la loi. Ces maîtres-là ont eu des questions, ont réfléchi, ont médité et ont innové des démarches qui nous révèlent qu'est-ce que c'est le fond de la pensée juive, si vous voulez. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir. Ça c'est du Talmud. C'est pas mal, hein? C'est bien le Talmud. Et donc, par rapport aux otages de maintenant, est-ce qu'au niveau de la halakha, est-ce qu'il faut du coup avoir une traduction entre les prisonniers et les otages? Alors, au niveau de la halakha, ce que j'ai introduit, moi je n'ai pas la compétence pour ça. Je n'ai pas la compétence. Je voulais voir avec vous quand même quelques éléments sur le sujet. Quelques éléments. J'ai vu que Rav Yitzhak Yosef, qui était l'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, a écrit un responsable très intéressant sur le sujet, qui est traduit en français. Vous pouvez le trouver sur Internet. Rav Yitzhak Yosef sur le sujet, en français. Lui, il dit il fallait faire ce qu'ils font actuellement. Il fallait le faire. Et justement, il y a comment dire, c'est sûr qu'il y a un risque d'engrenage, mais là, ces personnes, s'ils ne le rachètent pas, c'est sûr qu'ils les tuent.
C'est sûr qu'il les tue. C'est pas simplement une captivité. Oui, mais la société, on dit que c'est la société qui prime, c'est le bien de la société. Ah non, non, j'ai dit si la vie est en danger, c'est différent. Je viens de le dire il y a 5 minutes. Je viens de le dire il y a 5 minutes. Certains décisionnaires, tu as dit certains décisionnaires. Non, certains décisionnaires, d'accord. Mais là, ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est que si les gens sont en captivité, mais si la vie est en danger, d'ailleurs, ça c'est aussi un point dans l'armée israélienne, par exemple. En armée israélienne, s'il y a quelqu'un, le corps d'un soldat est pris par les ennemis, ils doivent faire tout leur effort pour récupérer le corps. Même si le soldat est même s'il est mort. Même si le soldat il a écrit une lettre comme quoi il ne voulait pas. Voilà, donc ça je sais pas. Ça je ne sais pas. Mais peut-être que non. Mais après, pourquoi c'est pour que les soldats ils gardent le moral. Parce que s'ils savent qu'ils meurent et qu'ils sont dans la main des ennemis, et ils perdront le moral. Donc il y a une dynamique sociétale que on les abandonne pas. On les abandonne pas. Et ça c'est aussi une construction du peuple. Oui, c'est une proportion où on se dit que après que voilà, on a relâché les prisonniers, par exemple, on a relâché 6 mois avec l'accord de Gilad Shalit, avec tous les catastrophes, tous les innocents qui sont morts avec nous. Et même il y a une personne d'un podcast de Living Crime, c'est en anglais si vous voulez écouter, c'est une fille qui parle, c'est une femme qui parle en fait que son père est mort de la main d'un terroriste après qu'il ait été libéré de ces accords de Gilad Shalit. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a 10 terroristes, 10 prisonniers qui sont sortis et qui sont revenus au terrorisme et qui sont en train de revenir à des activités. Donc, c'est comme classer l'engrenage, comme vous dites. Et donc, non, mais là tu dis autre chose. Tu dis pas c'est pas pour protéger la société civile. Tu dis que, et là c'est une autre question à l'Afrique, tu opposes Pikuach Nefesh des otages et Pikuach Nefesh potentiel. Oui. C'est-à-dire que là, il y a des vies en danger effectives aujourd'hui avec des dangers potentiels. Des dangers potentiels, mais dans le cas de Bensoura Oumouré, il y a aussi un danger potentiel et on dit qu'il faut quand même l'amener même s'il n'a pas encore fait la faute. Oui, mais là tu as des déviants. Là, tu as du potentiel par rapport à des dangers maintenant. Bensoura Oumouré, c'est la chaîne Sopho, c'est vraiment sur sa fin. Oui. Et pour poser une question un peu polémique qui ne préjuge en rien ce que je pense. Ah bon. Est-ce que il y a une proportionnalité entre ce qu'on a le droit d'infliger à l'ennemi et le fait de récupérer quelqu'un? Par exemple, est-ce que c'est justifié de raser complètement le territoire de l'ennemi pour récupérer par exemple 250 otages? Ah oui. Est-ce que c'est un cas? Oui, il y a un cas dans un arbre. Regarde, c'est pas seul. Une seconde. Et voilà, là, c'est Mélenchon. Non mais regarde. Non mais très bien, c'est parfait. C'est parfait, mais je vais te dire, la réponse est tellement facile entre nous. Disons, cher Jean-Luc. Cher Jean-Luc, j'ai pas de problème. Là, comment dire, s'il relâchait les otages tout de suite, ils n'auraient rien fait. Là, ils ont pris les otages. Ils ont pris les otages et ils refusent de les relâcher. Bon, alors, ils avancent, ils essaient de neutraliser le plus possible, de faire une pression, mais ils les relâchent, les belles maisons, elles resteraient en place. On n'a pas fait la guerre que pour les otages. On n'a pas fait la guerre que pour les otages. Principalement. C'est ce qui s'est passé. Même s'il n'y s'est pris aucun otage, mais qu'ils avaient tué ce qu'ils ont tué, ce qu'ils ont fait, on serait rentré dans le territoire. Il y aurait eu... Entre parenthèses, j'ai vu, il y a un mec sympa, il a dit une phrase très sympa. Je ne sais plus qui c'est. Une phrase très sympa. Il dit que le Hamas a voulu faire un génocide, mais n'en avait pas les moyens. Israël avait les moyens, mais il n'a pas fait.
Je trouvais Ah oui, assez, c'est c'est le assez poste de- joli. comment il s'appelle Mais voilà, moi je ne possède pas tous les éléments, mais ils auraient lâché les otages, ils n'ont rien fait. Non, mais enfin, pour sortir du cas particulier de Gaza et revenir sur le cours, est-ce que par exemple, ça peut se justifier pour libérer un otage de tuer 15 personnes chez l'ennemi, y compris les enfants et les femmes et tout ça? Mais c'est le droit de la guerre. Regarde, là, On rentre dans un cas des rois de la guerre. La guerre, d'abord, une seconde. Il y a un point, j'ai un livre qui n'est pas ici, mais que j'ai chez moi, un livre d'Alaha. Il y a par exemple l'histoire que le Hamas a mis son quartier général dans un hôpital. Hein? Mais alors, est-ce que c'est légitime de foutre en l'air l'hôpital avec les malades à l'intérieur? Oui. Pourquoi? Parce que la population, somme toute, moi je suis pas un expert, mais de loin, franchement, je rentre pas dans tout, j'ai pas la patience de rentrer là-dedans, je suis pas décideur dans le sujet, donc voilà, je pense qu'il y a des rabbinim qui sont dans les détails et qui connaissent, mais pas moi. Mais lorsqu'une population civile, on appelle, il y a des victimes civiles, ok? Mais lorsque les victimes civiles, elles couvrent des agresseurs, ça ne s'appelle pas des civils, c'est des ennemis. Donc c'est vrai, c'est des civils. collatéraux. Mais non, c'est pas un dommage collatéral. C'est des gens qui couvrent, ils couvrent. Alors c'est vrai, c'est une société, le Hamas c'est une société totalitaire. Si tu vas pas dans mon coin, je fais des remontrances contre ton père, ta mère, ta soeur, ton fils, etc. Donc ils sont coincés. Mais ils ont néanmoins une responsabilité. Oui. Je pense qu'Israël est de révolte. Je pense qu'Israël aussi a été très dur. On a été très dur au niveau même au niveau des morts civiles et tout ça, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, ça c'était un échec d'Israël, on ne peut pas le prévoir. On espérait une révolte contre le Hamas. On espérait que la population se révolterait contre le Hamas. C'est intéressant. Ouais, parce que ils ne l'ont pas fait. Mais c'est une guerre, c'est normal. Genre, les Européens, quand ils ont bombardé la Syrie, ils n'ont pas fait des soucis du Lorsque les Alliés ont bombardé Dred, ils ont tué 200 000 personnes. Il n'y a personne qui s'est ému de la condition des civils. Parce que c'est l'époque. C'était des civils. C'était l'époque aussi. Mais c'était aussi des nazis. J'en ai parlé 200 000, 250 000 personnes. Ils ont mis en place. Ils ont mis en place. C'était l'époque. À l'époque, c'est depuis après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a commencé à avoir un souci pour la vie des civils dans les guerres. Avant, il n'y avait pas tellement de soucis. Pas de ça, vous parlez qu'ils ont bombardé en Libye, tout ça. La communauté internationale, que peut faire des civils? Pas autant. Je sais pas, ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand tu écoutes les militaires français, c'est qu'ils disent, j'ai pas été voir. Ils ont massacré comme des guerres, etc. Il n'y a pas d'autre raison de faire la guerre. C'est des questions. Rentrer en guerre, il n'y a pas plusieurs légitimités de rentrer en guerre. Il y a soit une décision politique qui est à côté de la Torah et donc qui ne concerne pas la Torah, et après la Torah va réguler comment faire la guerre, soit il y a Dieu qui dit va faire la guerre. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y a pas. Donc tu veux dire quoi? Je veux dire qu'il n'y a jamais la Torah, elle a dit en fait 2 otages, 4 otages, 250 otages justifient d'aller faire la guerre. C'est une décision politique qui est à côté de la Torah. C'est pas l'affaire de la Torah. Et c'est pas l'affaire des rabbins. Si, c'est sûr que oui. Non, là... Maintenant, on a demandé, après le 7 octobre, on a posé la question à un très grand décisionnaire qui s'appelle Rav Yitzhak Zilberstein. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Il a dit, moi je ne suis pas habilité. Il faut être un grand tribunal de 60 ans juge pour statuer sur le sujet. Mais c'est oui. Tout dans la Torah, ça... Il y a énormément. Il y a des sougiotes. Une seconde, je reprends ce que dit Yosef. C'est une Gemara, c'est très intéressant. Parce que, regardez, la question de Yosef me renvoie à ma jeunesse. J'explique. Le premier cours de Gemara que j'ai entendu de ma vie, c'était sur ce sujet-là. Pourquoi? Il y a eu la guerre de Kippour en 73. En octobre 73, il y a eu la guerre de Kippour. Ok. Et peu après, pour des circonstances lambda, je suis allé à un stage de formation des éclaireurs israélites.
j'avais 17 ans, et j'ai entendu un rabbin qui s'appelait Rav Eliyahu Abitbol faire un cours aux jeunes des éclés, des EI, et j'étais là, et c'est les premiers cours. C'était quoi le cours? C'était sur la guerre de Kippour d'un point de vue halachique qu'il avait abordé Rav Abitbol. C'est le premier cours de Gemara que j'ai entendu. Et le sujet c'était quoi? C'est une Gemara dans Traité Hérouvine, je me souviens du sujet. Traité Hérouvine, ça fait pas tellement longtemps, 17 ans, j'avais 17 ans. Hein? Hein? C'est pas... On n'est pas à 50 ans près. Et alors, le sujet c'est... Il y a une Gemara de Hérouvine qui dit comme ça. Il y a des goyim qui attaquent un village pour lui prendre la paille qui se trouve dans la grange. Shabbat, on fabrique des armes et on leur fait la guerre. Parce que si on se laisse faire sur la paille et le foin, après ils vont venir nous tuer. Donc, on est en légitime défense, même s'ils viennent que pour de l'argent. Et on doit... Voilà, c'est une Gemara d'entrée. Tu prépares la guerre, c'est pas la défense. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que la Gemara, là, ce que vous citez, c'est est-ce qu'on a le droit de rompre Shabbat ou de ne pas rompre Shabbat? Voilà. C'est exactement ça la question. C'est ça la question. La question, c'est pas est-ce qu'on rentre en guerre ou on ne rentre pas en guerre. Ça, c'est une décision du village. Moi, si j'étais pas Shabbat, c'est le village qui dit si j'étais pas Shabbat, je les aurais défoncés. J'aurais fabriqué des armes et je les aurais défoncés. Voilà. Et décision du village, décision politique. Par contre, Shabbat. Non, mais non, une seconde. Non, Coach Eken, raison le plus. On te dit, si tu ne réagis pas de manière cinglante, après ils vont te bouffer. Donc tu dois prendre tes dispositions pour les attaquer et même... C'est pas de la halakha là. Comment? C'est pas de la halakha ça. C'est de la halakha. C'est de la politique ça. La halakha, elle est sur est-ce qu'on a le droit de rompre Shabbat ou pas? Mais tu rompes Shabbat, pourquoi? Ils sont venus te voler, ils ont... T'as le droit de rompre Shabbat pour Non, parce que ça s'appelle... Parce que ça s'appelle Abba Leorgecha, Ashkem Leorgo. En vérité, ils viennent, pas seulement, ils voient que tu te laisses faire. Si tu te laisses faire, la prochaine fois, ils vont... La question c'est, le Shabbat, il est... Je suis pas du tout d'accord avec toi. Bon, Rachel, mais je comprends pas ce que tu dis. Non, je veux bien être d'accord avec toi, mais j'ai pas compris. Si on te dit, pourquoi tu fabriques des armes Shabbat? Si c'était pas dans le cœur des hommes, de se dire en fait, si je les attaque pas sur le foin, ils vont me bouffer sur le reste. Si c'était pas une décision logique de tout système installé, de tout village, etc., qui réfléchit, quel que soit le village, n'importe où, en fait, on met des humains rassemblés dans un village, on envoie des étrangers les attaquer, et ben ils vont fabriquer des armes pour se défendre. Ça c'est l'homme. Non, ça c'est ta théorie. Non, ça c'est ta théorie. Non, c'est pas ça. C'est que les Chachamim disent, il vient pour du foin, la prochaine fois il viendra pour autre chose. La prochaine fois il va faire des raptes. Donc tu as le droit. Les Chachamim profitent de la question du Shabbat pour introduire une notion qui n'est pas, c'est-à-dire ils rajoutent pas une halakha là. Là ils disent on a le droit de transgresser Shabbat. Non. Oui, ce qui veut dire, attends, est-ce que Shabbat on transgresse ou Shabbat est repoussé? Oui, ce qui veut dire, c'est est-ce que la question serait posée? Il n'y aurait pas de débat halachique si l'affaire était lundi. Il n'y aurait pas de question. Le rabbin il serait pas dans la truc à dire on a le droit. Non, le rabbin il se serait tu. Parce que ce serait évident qu'on aurait le droit. Lundi ce serait tu. Shabbat, il parle. On parle bien de Shabbat, là. On parle pas de la guerre. Oh. Oui, mais si ce serait tu, c'est qu'on aurait le droit. Le lundi, le Rav, il aurait dit, ils viennent pour du foin, à Ba Leorgera, Ashkem Leorgo. Tu dois les tuer. Une des succursales, c'est tu dois les tuer. Shabbat. Du coup, conséquence le Shabbat. Le Shabbat passe mais en semaine. Le révélateur, c'est le Shabbat. Mais la halakha principale, c'est s'il vient te tuer. Elle est autre part, cette halakha? Comment? Elle est autre part que dans les pour Shabbat. Oui. Comment?
Si quelqu'un t'a tué, t'as le droit de le devancer, le tuer. Ah, pas les Orgara, je k'aime l'orgue. Oui, mais là, il vient pas pour tuer, justement. C'est pareil, même par exemple. Parce que, non, parce qu'il faut le décrypter. Il faut le décrypter, Il vient pour du foin, il va pas que du foin. Le côté. Non, j'ai compris, je suis d'accord. Ah ouais, d'accord. On n'est pas. Légitime défense. Quand on te dit quelqu'un qui vient te tuer, lève-toi et tue. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'a pas le droit de tuer en temps normal. On n'a pas le droit. Sinon, on nous aurait pas dit ça. D'accord. Voilà, c'est ça en fait ce que je veux dire. Mais t'as pas encore tué, il est en chemin. Okay. Il a rien fait. Mais il est en train de fumer sa clope. De quel droit? Il est en train de fumer. Il est pas en train de me tuer. Il est en train de fumer sa clope. Comment moi je l'agresse? Non, c'est lui qui t'agresse. C'est une exception à une halakha. Ce que je dis, c'est que la halakha, elle n'est jamais en train de nous dire comment réagir face à une situation humaine. Elle ne nous dit pas ça. Soit elle nous met dans un cadre, elle dit, bah tu vois, une femme, t'as envie d'elle, bah t'as pas le droit de la violer, c'est comme ça. Voilà. Elle nous met dans un cadre face à nos pulsions, etc. Mais elle est jamais en train de nous dire, c'est une bonne pulsion, c'est une mauvaise pulsion. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas de la psycho. Non. Non, c'est pas de la psycho. C'est justement, on ne parle pas de ça. Et donc, non, mais le révélateur. Donc ça, c'est à l'échelle humaine, mais à l'échelle sociétale, dans une société, ça s'appelle la Torah, elle dit jamais, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Elle dit, halakhiquement t'as le droit, halakhiquement t'as pas le droit. Non, puisque tu l'as dit tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de tuer. En vitesse de croisière, t'as pas le droit de tuer. D'accord? T'as pas le droit de tuer un juif, t'as pas le droit de tuer un goy. D'accord? Bien. Maintenant, on te dit, lui, il me vole du foin. Il vole du foin. Le lundi. Bon, je le laisse voler. Sinon, la seule manière de l'arrêter, c'est de le tuer. Je te dis, tue-le. Ça, c'est de la halakha. C'est de la halakha parce que j'ai pas le droit de tuer. Même le lundi. Raison de plus, le Shabbat. Le révélateur, ça sera Shabbat. Mais le lundi aussi. C'est bon, les amis? Bien. Allez, c'était super. Est-ce que ça rejoint un peu la structure du Ben sur Moré, dans cette mesure où Hachem Sofo, on est Dan sur eux, Hachem Sofo. Oui, d'ailleurs, l'agresseur, d'ailleurs, le sujet de l'agresseur, c'est dans le même chapitre que Ben Sorero Moré. Rodef, c'est dans le même chapitre.